Alors, bientôt novembre, bientôt la fête des morts, l'occasion pour nous de parler d'un sujet bien plus politique qu'on a en réalité l'habitude de le penser et de profiter aussi de cette période pour méditer un petit peu sur notre finitude, la mort, un sujet écologique. Alors, quel est le lien entre la mort et l'écologie ? Y a-t-il un lien entre notre rapport à la mort et l'écocide ? Y a-t-il un lien entre notre rapport à notre environnement et notre difficulté à accepter la mort ? C'est l'objet d'une interview avec Pierre Madelin, auteur de La Terre, les corps, la mort, essai sur la condition terrestre. Voilà, je le montre à l'écran. Aujourd'hui, ensemble, on va parler philosophie. Pierre Madelin, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, très bien, merci pour l'invitation. Ouais, la mort, c'est une question fondamentalement écologique. Oui, c'est la thèse que j'essaie de défendre, en tout cas dans mon livre. En fait, ce livre part au début d'une intuition, un petit peu d'une intuition première, qui me vient un petit peu en observant notamment les fantasmes des milliardaires de la Silicon Valley, transhumanistes et autres, où je vois qu'en fait, il y a deux aspirations. Cryogénise des corps. Alors ça, on en reparlera peut-être après, mais en fait, j'observe chez un certain nombre d'acteurs du capitalisme aujourd'hui, à la fois une aspiration à s'affranchir de la mort, à abolir la mort, donc à travers notamment, par exemple, des processus de cryogénisation, et en même temps aussi souvent une volonté d'aller coloniser d'autres planètes, d'aller habiter sur Mars. Et je me dis, mais en fait, est-ce que ces deux fantasmes, ces deux rêves, ces deux projets sont deux projets différents qui se côtoient l'un et l'autre, mais qui n'ont pas fondamentalement de rapport l'un à l'autre, ou est-ce que, au contraire, ces deux projets sont intimement liés l'un à l'autre? Ou pour le dire autrement, dans les termes que j'utilise dans mon livre, est-ce que le fantasme de dépasser, le fantasme d'illimitation anthropologique, c'est-à-dire le fantasme de dépasser la finitude de la mort, n'est-il pas étroitement lié au fantasme de dépasser les limites écologiques de notre planète, c'est-à-dire au fantasme d'illimitation qui est aussi au cœur du capitalisme aujourd'hui. C'est-à-dire que si je vous comprends bien, et si je comprends bien ce que vous avez écrit en fait tout le long de ce livre, c'est que aujourd'hui, peut-être que si on détruit en fait notre environnement, si l'espèce humaine est une espèce écocidaire à l'heure actuelle, en tout cas sous le capitalisme, ce serait peut-être parce qu'elle refuse de voir la mort en face. En tout cas, elle a ce lien problématique avec la mort. Il y a un lien entre notre déni de la mort et notre déni en fait, de la crise climatique, écologique, et on refuse d'y faire face. Oui, c'est ce que j'essaie de défendre. Alors évidemment, la crise écologique, elle a plusieurs causes. Je ne prétendrai pas dans ce livre, ni de manière générale, dire que c'est le déni de la mort qui est la source ultime ou la cause ultime de la crise écologique. Mais elle participe. Mais elle participe, c'est-à-dire qu'historiquement, et notamment dans l'histoire des idées philosophiques et religieuses occidentales, j'observe en fait un lien entre le déni de la mort et le déni du fait que nous sommes des êtres corporels et terrestres. C'est-à-dire qu'il y a une dévalorisation constante de notre corporéité, de nos corps, et du fait que nous appartenons à la Terre, parce que nous voulons échapper à la mort. Et en fait, comme la Terre est le lieu où nous mourrons, eh bien, pour échapper à la mort, il faut imaginer un au-delà, un ailleurs, qui va nous conduire à dévaloriser, par contraste, ce séjour terrestre qui est le lieu de la mort, de notre mort, et de la mort des proches, de la mort des personnes que nous aimons. Cela signifie qu'il y a une conception écologiste de la mort ? Alors ça, c'est un petit peu une des choses auxquelles j'essaie de répondre, notamment dans la troisième partie du livre. C'est que je me dis, en fait, s'il y a eu un lien historique entre le déni de la mort et le déni de la terre, si le refus ou la difficulté à accepter notre condition terrestre a été lié au déni de la mort, eh bien, comment on pourrait imaginer une conception écologique de la mort qui pourrait nous réconcilier à la fois avec notre finitude et avec notre séjour terrestre. Et donc ça, c'est ce que j'essaie de faire à la fin du livre, notamment, en m'inspirant d'une philosophe australienne qui s'appelait Val Plumwood, et qui a essayé de repenser en fait une conception écologique de la mort en nous imaginant comme partie prenante d'une communauté écologique avec des cycles jusqu'au plus haut niveau, on va dire, de la biosphère, et en pensant l'individu humain comme composé d'éléments qui font partie de ces cycles et qui vont en quelque sorte, au moment de sa mort, se recycler, se composter, si on peut dire, dans une communauté ancestrale qui est celle de la Terre et de la biosphère. Oui, parce que dans le titre, notamment, c'est les corps, la mort, mais aussi les corps. En fait, ces corps font partie du sol, du cycle biologique de notre Terre. Tout à fait, oui, on parle même aujourd'hui, certains écologues, je crois, parlent de nécromasse pour désigner une partie du sol qui est cette partie où en fait tous les organismes vivants au moment de leur mort vont commencer à pourrir et à se récomposer, à se recomposer et à nourrir
paradoxalement la vitalité des sols et donc de manière générale la vie et la biodiversité dont les sols sont un élément très important. Alors moi, quand j'ai commencé à lire votre ouvrage, je me suis posé une question quand même. Je me suis demandé si c'était pas un peu une vision ethnocentrée aussi, une vision occidentale que cette vision du déni, l'idée que le déni de la mort est ancré dans notre société. Alors vous y répondez ensuite. Mais je me suis posé, enfin forcément c'est un endroit où, quand on commence le livre, avant d'aller un peu plus loin dans ce que vous dites, de se poser cette question. Oui, bien sûr, c'est une bonne question. Alors moi, une des difficultés auxquelles j'ai été confronté quand j'ai eu cette intuition première que j'évoquais au début de l'entretien, c'est de dire, bon, je pars du principe qu'il y a un lien entre déni de la mort et déni de la terre. Mais je constate en réalité que le déni de la mort, il est présent dans la quasi-totalité des sociétés humaines connues. En tout cas, d'après les travaux des nombreux anthropologues que j'ai pu consulter, s'il y a bien quelque chose qu'on retrouve comme un invariant, en fait, dans quasiment toutes les sociétés, un invariant anthropologique, comme je l'appelle, dans quasiment toutes les sociétés connues, c'est le déni de la mort. C'est-à-dire que dans toutes les sociétés, il y a l'idée que au moment où l'être humain, moi, vous, mourrons, il y a quelque chose de nous qui va subsister par-delà notre mort. Et ça, ça m'a posé problème, parce que je dis, si le déni de la mort est partout présent, mais qu'en même temps il ne s'accompagne pas nécessairement dans toutes les sociétés d'un déni concomitant et d'une dévalorisation de notre condition terrestre, comment l'expliquer? Et j'essaie de faire une généalogie et je repère, disons, au 6e, 7e siècle avant Jésus-Christ, une transition que les historiens des religions appellent l'âge axial, où là, tout d'un coup, pour des raisons qui sont difficiles à expliquer d'ailleurs, eh bien, on voit cette articulation, ce lien entre déni de la mort et déni de la terre s'articuler. Mais du coup, moi, je me suis demandé si c'est un invariant anthropologique, c'est-à-dire en fait, finalement, si ce déni de la mort, il est universel, quoi, si c'est une approche universaliste, pourquoi l'attitude écocidaire de l'espèce humaine dans ce cas, n'est pas non plus universelle, puisqu'on sait que certains saccagent plus que d'autres, certains détruisent plus que d'autres. Ce sont certaines sociétés, pas toutes les sociétés humaines, qui sont responsables de l'effondrement que nous sommes en train de vivre. Et parce que, ça c'est un petit peu ce que j'ai déjà esquissé dans la réponse précédente, mais justement parce que dans certaines sociétés, le déni de la mort et l'idée selon laquelle certains éléments de la personne humaine subsistent à sa mort ne va pas s'accompagner de la dévalorisation du monde terrestre, du monde des corps. Il va y avoir une distinction entre des éléments corporels et des éléments animiques ou spirituels dans la personne humaine. Il va y avoir une distinction entre un ici où nous mourons et un ailleurs où il y a une part de nous qui va subsister. Mais cette distinction, elle ne va pas prendre la forme d'une hiérarchisation. C'est-à-dire qu'on va avoir deux pôles qui vont coexister, mais qui ne vont pas être nécessairement structurés hiérarchiquement et ordonnés hiérarchiquement l'un à l'autre, et qui ne vont donc pas entraîner de dévalorisation de l'un des pôles. Et ça, c'est précisément ce qui se passe au moment de l'âge axial, dont je parlais avant, c'est qu'il va y avoir un des pôles qui va être de plus en plus dévalorisé dans la distinction. En l'occurrence, le pôle corporel par rapport au pôle animique ou spirituel, et le pôle terrestre par rapport au pôle céleste, l'ici-bas par rapport à l'au-delà. Je vous posais la question parce que, notamment, je me suis demandé si on ne pouvait pas faire un parallèle également avec la différenciation qu'on peut faire avec la nature, entre culture, nature, l'homme et la nature. Vous abordez d'ailleurs cette question, notamment en citant Philippe Descola, l'anthropologue de la nature, qui lui explique bien le caractère naturaliste de notre société occidentale. Ce déni de la mort, je me suis demandé si justement on n'était pas dans quelque chose, mais bon, visiblement peut-être pas, puisque on le voit que ce déni il est universel, mais je me suis posé la question, est-ce qu'on n'est pas là, on ne peut pas faire un parallèle avec cette différenciation qu'on fait vis-à-vis de la nature? Oui, bien sûr. C'est un petit peu l'idée oui, c'est quelque chose que j'essaie de montrer dans le livre. Après, à la différence peut-être de Philippe Descola, où beaucoup de penseurs de l'écologie contemporains ont mis l'accent vraiment sur le tournant de la modernité philosophique dans la séparation croissante entre la nature et la culture, ou entre l'être humain et la terre, pour utiliser plus moi les termes que j'utilise dans mon livre. Moi, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'en fait, cette distinction, et cette distinction hiérarchisante, en fait, puisqu'il y a un des pôles, encore une fois, qui est valorisé au détriment de l'autre, en l'occurrence le pôle de la culture et le pôle de l'être humain, remonte à des temps plus lointains que ceux de la modernité. Évidemment, il va prendre des formes singulières dans la modernité, mais on peut retrouver déjà des traces d'un anthropocentrisme très fort, c'est-à-dire d'une vision du monde où l'être humain occupe la place centrale
et où une valeur éminente lui est accordée dans des philosophies et dans des systèmes religieux beaucoup plus anciens, que ce soit chez Platon, chez Aristote, dans le christianisme, dans les courants de pensée qu'on appelle gnostiques, etc. etc. D'ailleurs, vous parlez de ce caractère de l'anthropocentrisme qui caractérise ce déni de la mort, cette quête de l'immortalité. C'est aussi peut-être ce qui justifie la différenciation et la domination entre humain et non humain. C'est un caractère qu'on peut retrouver aussi ou pas? Moi, j'essaie de montrer en fait qu'il y a un lien entre la mort et le pouvoir. Et en l'occurrence, le pouvoir que l'anthropocentrisme confère aux êtres humains pour disposer des autres vivants, de ce qu'on appelle aussi parfois les non-humains. Je m'inspire notamment d'un anthropologue qui s'appelait Louis-Vincent Thomas, qui a mis en évidence un triple lien entre la mort et le pouvoir. Pouvoir de la mort, pouvoir par la mort et pouvoir sur la mort. Pouvoir de la mort, c'est le pouvoir qu'a la mort sur nous, du fait qu'on ne décide pas de mourir ou de ne pas mourir. Le pouvoir par la mort, c'est le fait que dans la plupart des sociétés, les dominants, le souverain, le roi, le chef, eh bien, va s'approprier le pouvoir de la mort en administrant la mort à ses sujets, selon son bon vouloir. Et le pouvoir sur la mort, c'est parce qu'une nouvelle fois, les dominants, dans la plupart des systèmes de domination, eh bien, vont s'attribuer une capacité à surmonter la mort, à survivre à la mort. Quelque chose en eux est tel qu'il n'est pas vaincu par la mort, qu'il n'est pas vulnérable au pouvoir de la mort. Et on retrouve cette tripartition, cette structure, en fait, tripartite du lien entre mort et pouvoir, dans l'anthropocentrisme, où l'être humain qui est placé au sommet de cette hiérarchie impliquée par l'anthropocentrisme, eh bien, il va toujours être considéré comme un être qui, dans son essence, est appelé à survivre à la mort. C'est une question de puissance, en fait. C'est une question de puissance, oui. Mais ce qui est étonnant, c'est que quand même, quand on reprend l'histoire de nos civilisations, notamment la place des religions dans cette histoire, cette catastrophe qui est la mort, souvent, je veux dire, dans la religion, elle a une place importante. Il y a notamment la question de l'Apocalypse, qui est très ancrée dans de nombreuses religions. Je veux dire, les religions font aussi de place à la mort. Et c'est aussi sur ce ressenti-là que se sont construites nos sociétés. Donc ce déni de la mort, il n'est pas non plus total. Alors, déni de la mort, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un moment, on va dire, où la mort est reconnue à un certain degré. Moi, ce que j'essaie de montrer, c'est que, en fait, avant la modernité, la mort est systématiquement dans toutes les sociétés, y compris les sociétés occidentales et y compris dans leurs édifices, on va dire, théologiques ou philosophiques. La mort est reconnue dans sa réalité physique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déni du fait que ce corps, à un moment donné, meurt et qu'il se décompose, que ses chairs pourrissent, etc. Mais ça, c'est justement, dans la plupart des systèmes philosophiques et religieux, une vision d'horreur, en fait. Cette mort reconnue physiquement est une mort qui n'est pas acceptée. Et donc, on va postuler l'existence d'un autre plan de réalité, métaphysique, religieux, spirituel, appelons-le comme on voudra, où une part de nous, soit une unité psychosomatique comme dans le christianisme, soit seulement une âme comme chez Platon ou chez les gnostiques, eh ben, va survivre. Donc la mort qui est reconnue dans sa réalité matérielle, dans sa réalité physique, est aussitôt déniée dans la mesure où on postule qu'il y a quelque chose qui va survivre à ce dépérissement physique sur un autre plan de réalité. Et là, du coup, on va mettre en place toutes sortes de stratégies métaphysico-religieuses pour vaincre la mort dans l'au-delà, dans un ailleurs. Alors, vous nous dites que ce déni s'accompagne d'un détachement de la Terre. Et du coup, pour répondre en fait à cette crise écologique, notamment qu'on est en train de vivre et qui serait en partie responsable de ce détachement de la Terre, comment doit-on penser la mort, du coup ? Comme je le disais un petit peu au début, en tout cas dans une des premières questions, on peut imaginer une première forme, on va dire, de consolation, si je puis dire, par rapport à cette. Il faut repenser la mort et l'accepter, en fait, accepter la mort. Alors, il faut l'accepter, mais c'est pas si facile. Mais une des possibilités d'acceptation, ça serait encore une fois de nous réinscrire, nous, êtres humains, de ne plus nous penser comme des individus absolus, déliés de toute appartenance sociale ou écologique, puisqu'évidemment, un individu absolu, eh bien, ne peut connaître qu'une mort tout aussi absolue. Et ça, c'est effectivement une perspective qui est difficile, parce que difficile de s'imaginer que ce tout qui est moi va, tôt ou tard, n'être plus rien. Donc, reconsidérer les individus humains comme membres à part entière de communautés écologiques, qui sont des communautés ancestrales, eh bien, ça peut nous permettre de considérer nos morts... Vous parliez tout à l'heure, notamment avec le cycle. Voilà, comme des communautés caractérisées par des cycles dans lesquels se recomposent les chairs des vivants, on va dire, une fois qu'ils sont morts. Eh bien, ça permet effectivement d'imaginer que quelque chose de nous va survivre à notre propre mort.
Et donc, d'une certaine façon, ça permet peut-être de faire d'une pierre deux coups et de nous réconcilier à la fois avec notre condition d'être mortel et d'être terrestre. Ce qui ne veut pas dire que c'est facile, et ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi une part d'individualité incompressible qui va mourir, et face à laquelle la perspective d'un pur et simple recyclage écosystémique n'est pas une consolation suffisante. Donc moi, ce que je dis à la fin du livre, c'est qu'il y a quand même une part de tragique, si on veut, dans la perspective de la mort des individus humains, qu'on ne va pas entièrement pouvoir affronter en nous replaçant dans des cycles et dans des communautés écologiques. Mais ça fait néanmoins partie probablement de la solution. Mais l'écologie, c'est aussi que de la mort vient la vie. C'est aussi s'interroger peut-être sur notre hostilité à ce sujet. On parlait tout à l'heure de la puissance, par exemple. Lutter contre l'illusion de la toute-puissance, ça nous rapprocherait peut-être de la nature. Ça nous rapprocherait en tout cas d'une acceptation de notre finitude, puisque moi, ce que j'essaie de dire, c'est qu'en fait, d'une certaine façon, nous cherchons à accumuler de la puissance, à nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature, pour reprendre la fameuse formule de Descartes, pour in fine nous rendre comme maîtres et possesseurs de la mort. C'est cette idée qui vise à nous arracher, à arracher l'humanité de notre condition terrestre. Oui, nous cherchons à nous arracher de notre condition terrestre, d'abord en échappant avant la modernité, ensuite en transformant la Terre, en la terraformant de façon à ce qu'elle ne soit plus un lieu où nous mourrons à partir de la modernité. Eh bien, voilà, on cherche à échapper à la mort, à dominer la nature, à s'en arracher, pour s'arracher, in fine, à cette finitude, à cette mortalité qui est inscrite en elle à travers nos corps. Donc maîtriser la mort va de pair avec l'idée de maîtriser la nature, si je comprends bien. Ouais, merci. C'est la thèse que je défends. Merci Pierre Madelin, merci d'être venu sur le plateau du Média. Voilà, c'est la fin de ce 13h. Je le rappelle, pour que le Média survive, il faut 12 500 abonnés d'ici la fin du mois. Donc en fait, d'ici la semaine prochaine. Alors, je ne vous cache pas que nous en sommes encore très loin et que cela risque d'être difficile, à moins d'un sursaut de votre part. Alors on y croit, on compte sur vous. Autrement, très probablement que nous ne pourrons plus continuer à produire ces émissions que vous avez l'habitude et que vous aimez regarder. Leur futur ne dépend que de vous, alors connectez-vous sur lemediatv.fr, devenez sociaux, parlez de nous autour de vous, faites la promotion du média. Quant à moi, je vous dis à très vite. Ciao.